Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment travailler avec des données aéronautiques en utilisant l'API OpenSky Network. Donc là, je suis dans la plateforme. Si je reviens ici, vous voyez actuellement dans la carte les avions qui sont actuellement dont les informations sont disponibles dans la plateforme. Et comme vous pouvez le remarquer ici, c'est principalement en Europe et aux États-Unis où on a en fait le plus d'appareils ici. Ça ne signifie pas que dans les autres régions, on n'a pas beaucoup d'appareils qui sont en circulation, mais c'est seulement parce que on n'a pas des données qui sont disponibles en fait dans la plateforme, soit parce que le réseau OpenSky Network aujourd'hui n'a pas une couverture globale et ça fait partie en fait de leur objectif. Eux, ils se basent principalement sur des récepteurs ADS-B et des radars qui sont au sol et qui diffusent les informations en fait dans la plateforme. Et c'est en Europe et aux États-Unis où on a en fait le plus d'appareils ou bien de récepteurs qui diffusent ces données dans la plateforme. Donc, dans les autres régions, si par exemple un avion vole à de très hautes altitudes, même s'il est dans une région qui n'est pas couvert par le réseau OpenSky Network, ces signaux peuvent être toujours reçus en fait dans les régions qui sont équipées. Okay? Si l'avion est à des hautes altitudes. Mais si l'avion est à basse altitude, ces informations en fait ne peuvent pas être reçues dans les récepteurs qui sont aux alentours. Donc on verra que nous, par exemple, quand on va accéder à l'API de OpenSky Network, on a la possibilité de choisir une zone spécifique. Je peux par exemple dire que je veux des données pour cette zone-là. Et on verra comment tout ça se fait dans la plateforme. Donc avant de voir ce que c'est concrètement OpenSky Network, si vous nous rejoignez pour la première fois, sachez que c'est notre 4e épisode de la série des vidéos dédiées à la compréhension du GNSS et ses applications en Afrique. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser l'API OpenSky Network pour récupérer des données GNSS ou tout simplement les positions des avions ici. OpenSky Network est une plateforme qui collecte et met à disposition des données open source sur le trafic aérien. Il se base principalement sur le système ADS-B et le mode S. C'est quoi exactement ça? Pour le mode S, la plupart du temps, quand on parle du mode S ou bien mode Select, on va faire référence en fait au protocole de communication entre les avions et les radars. Ou bien on peut faire référence aussi au format des messages qui sont envoyés entre l'avion et le radar, ou même aussi au transpondeur en fait qui est dans l'avion et qui répond aux ordres, qui répond plutôt aux interrogations des radars qui sont au sol et qui envoie ces messages des messages en mode S plutôt aux avions. Et parmi les messages en mode S, on a par exemple l'identifiant de l'appareil. Quand un radar pointe sur un appareil, par exemple, l'appareil demande plutôt des informations sur l'appareil. L'avion peut lui envoyer en fait grâce au protocole mode Select. Ici on a le mode A et le mode C, mais aujourd'hui les deux autres modes sont un peu dépréciés et on est principalement sur le mode S aujourd'hui. Et parmi les informations qui sont contenues dans ces messages, on a par exemple l'identifiant de l'appareil. Vous avez aussi l'altitude barométrique, la vitesse verticale, ainsi de suite. Mais le mode S aujourd'hui peut être en fait étendu et ajouter des fonctionnalités ADS-B ou bien Automatic Dependent Surveillance Broadcast, un système de diffusion en fait de messages tout simplement de façon automatique. C'est automatique parce que les messages qui sont diffusés par l'avion de façon automatique. Il n'attend pas à ce qu'un radar qui est au sol demande en fait ces informations. Mais l'appareil diffuse sa position et sa vitesse tout de façon continue en fait, sans qu'on demande. C'est dépendant parce que ça dépend du système qui est utilisé. Ça peut être le GPS, on a vu ça dans le premier épisode, les systèmes de constellation GNSS qui existent. Ça peut être du GPS, du GLONASS, du Galileo, ainsi de suite. Et c'est broadcast parce que les informations sont diffusées de façon continue. On ne demande pas en fait
On attend à ce qu'un radar au sol demande ces informations. Donc, c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Et comment les données sont constituées? Si vous envoyez par exemple une requête dans la plateforme OpenSky Network, les données sont constituées sous forme de vecteurs d'état ou bien state vector. Chaque vecteur d'état, si aujourd'hui je retourne ici, j'envoie une requête qui me renvoie les données des avions dans cette zone-là, par exemple, et que dans la zone, il y a par exemple 500 avions qui sont en vol. Donc, le vecteur d'état qui me sera envoyé sera constitué en fait de 500 lignes, tout simplement. Et ces 500 lignes-là, chaque vecteur d'état va contenir ces informations. Vous avez l'adresse, le code ICAO 24 ici ou bien code OASI en français, qui est un message en hexadécimal qui est codé en 24 bits et qui contient en fait l'identifiant de l'appareil. Chaque avion plutôt, a un identifiant unique ou bien un numéro qu'on peut dire, un numéro de série de l'appareil. Et cette information est stockée dans le code ou bien dans le champ ICAO 24. Vous avez le call sign, indicatif d'appel d'avion ou bien l'indicatif de vol. Vous avez origin country. Vous avez le time position qui est la dernière mise à jour de la position. Vous avez également le last contact qui est aussi le temps de mise à jour d'une information. Ces informations-là, nous verrons surtout peut-être comment OpenSky reconstitue ces informations-là. Parce que les données peuvent provenir d'un transpondeur ADS-B ou d'un transpondeur mode S de façon séparée et ils vont regrouper ces informations-là pour constituer le vecteur d'état. Donc, on a également aussi la longitude, la latitude, la latitude barométrique, la vitesse de l'avion, la vitesse verticale, latitude géoïdale ou géométrique, ainsi de suite. Vous avez les catégories de l'appareil également. Nous, les informations qui nous intéresseront principalement quand on travaillera avec les données GNSS, ça sera principalement l'adresse ICAO 24, le call sign, le time position, la longitude pour les positions de l'appareil, la latitude également et surtout l'altitude géométrique ou bien l'altitude géoïdale, pas géoïdale, l'altitude plutôt géométrique ou bien l'altitude ellipsoïdale. C'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Ok, donc c'est principalement ça et la velocity qui est la vitesse de l'avion. Ok, et pour accéder à ces données, vous avez différents niveaux d'accès. Si vous ne créez pas un compte dans la plateforme OpenSky Network, vous pouvez toujours en fait utiliser l'API pour accéder aux données, mais si vous créez un compte, vous avez différents niveaux d'accès. Par exemple, si vous ne créez pas de compte, vous êtes un utilisateur anonyme, donc vous ne pouvez pas requêter les données pour une période spécifique. Okay? Et vous avez seulement les vecteurs d'état les plus récents. Et vous avez une résolution temporelle de 10 secondes. Si vous suivez par exemple un vol spécifique, donc les mises à jour de ces informations-là se feront en fait chaque 10e seconde. Et juste par info, dans la plateforme OpenSky Network, les données sont diffusées pour chaque appareil. Chaque seconde, on a de nouvelles informations qui sont mises à jour sur chaque vecteur d'état pour un appareil spécifique. Okay. Par exemple, si un avion se déplace et qu'on suit cet avion-là, chaque seconde, on a en fait ces nouvelles informations sur sa position. Et si vous n'avez pas de compte, vous avez 400 crédits à payer par jour. Les crédits-là sont calculés en fonction en fait de la requête que vous envoyez dans l'API. Si par exemple, dans votre requête, vous récupérez les données sur cette zone seulement, les crédits sont calculés différemment, ou bien vous allez consommer moins de crédits que si vous avez requêté les données sur une zone qui est plus grande. C'est à peu près ça. Donc si vous n'avez pas un compte, vous avez 400 crédits par jour. Et si vous créez un compte, vous pouvez remonter dans le passé jusqu'à 1 heure.
sur les données, ok, et vous pouvez aussi, vous avez une résolution temporelle plutôt de 5 secondes et vous avez 4000 crédits par jour. Et si vous êtes un contributeur dans la plateforme OpenSky Network, vous avez en plus des bénéfices standards 8000 crédits par jour. Et comme je l'ai dit dans la vidéo, en fait, le réseau OpenSky Network se base sur des récepteurs ADS-B et des radars mode S qui sont au sol. Et ces radars-là, soit ce sont des personnes qui le font de façon volontaire ou bien des industriels qui diffusent ces informations dans la plateforme. Donc vous aussi, vous pouvez acheter des récepteurs ADS-B et diffuser en fait des informations dans le réseau pour les mettre à disposition, ok, au grand public tout simplement. Et si vous avez votre propre récepteur ADS-B, vous pouvez accéder en fait à ces informations, à tous les vecteurs d'état de vos données tout simplement. Et la résolution temporelle selon la requête, et vous avez des crédits qui sont illimités pour vos données. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc nous, dans un premier temps, on ne va pas en fait créer un compte, nous allons voir ça plus tard. Donc comment nous on va faire? Donc pour utiliser l'API ADS-B, vous venez dans le site officiel ici, okay, et je viens ici sur les données API OpenSky ici. OpenSky API, et je vais sur la documentation. Donc, si vous voulez plus d'informations sur le fonctionnement du vecteur d'état, l'ADS-B, comment le vecteur d'état est constitué, vous pouvez vous référer en fait sur cet article-là. Donc, nous allons voir comment récupérer les données de ces avions-là en utilisant l'API OpenSky Network en Python, tout simplement. Donc, avant tout, comme vous voyez ici, pour récupérer les données, je peux choisir une zone spécifique. Dans mon cas, par exemple, moi, je vais récupérer les informations des avions principalement sur, disons, sur cette zone-là, là où j'ai le plus d'avions ici. Ok, donc je vais limiter cette zone-là dans la requête. Et pour ça, il faut que je sache en fait les coordonnées de la latitude minimale et maximale et la longitude minimale et maximale également. Pour ça, je viens sur Google Earth ici. Ça, c'est la zone de l'Europe principalement. Je vais diminuer un peu et je vais tracer une box ici. Je prends les avions de cette zone-là, les données de cette zone. Donc, c'est beaucoup. Ok. Donc, je prends principalement pour cette zone ici. Ok, j'enregistre et j'appelle ça zone d'intérêt. Parfait. Donc c'est ça. Maintenant, je viens sur Visual Studio Code. Je crée ici un fichier que je vais appeler sky.py. Ok, c'est bon, c'est fait. Et pour commencer à utiliser l'API, je suppose que vous êtes familier avec le langage Python. Ici, il faut installer le paquet type install request, ok, pour pouvoir requêter en fait les données. C'est déjà installé de mon côté et c'est parfait. Ok, je baisse ça. Ok, je vais importer ici request. Ok, j'aurai également aussi besoin de Panda également, et pour le moment c'est ça. Je vais aussi importer Folium. Ok, on l'a vu précédemment. Ok, importe aussi Folium, vous allez voir pourquoi. Donc dans un premier temps, j'ai besoin de l'URL de l'API. Comme je viens dans la documentation ici, vous voyez l'URL de base, c'est ça. Ok, je peux fournir également pour récupérer tous les vecteurs d'état, comme on vient de le dire. J'utilise le state all ici. Je peux lui passer des paramètres pour l'adresse, les paramètres plutôt pour le temps, pour prendre les données pour une période spécifique, ou bien pour suivre un vol pour un appareil spécifique, pour repérer les données plutôt d'un appareil spécifique. Je peux lui passer également d'autres paramètres également, comme la latitude minimale,
la longitude minimale, la latitude maximale, la longitude maximale, également aussi pour limiter en fait la zone. Et c'est ce que nous on va faire ici. Et vous avez ici comment les requêtes sont constituées principalement. Donc je récupère ici l'URL de base. Je viens d'un VS Code. Je fais ici ok URL qui est égal à départ. Ok, tu m'as suggéré et je lui donne ceci /state/all. Je requête en fait tous les vecteurs d'état dans la région que je vais définir. Je vais lui donner des paramètres, ok, comme ça. Et parmi les paramètres que je lui donne, la latitude minimale, la latitude maximale, la longitude minimale, ok, et la longitude maximale, je ne le passe pas ici en temps. Je ferme tout simplement comme ça. Donc c'est ça. Et je fais ici response, ok, est égal à url.get param et je récupère également aussi les données ici. Déjà, si je fais ceci, je fais juste un print pour tester ici les data pour voir si je reçois bien des données. Je lance l'exécution. Ok, et vous voyez que j'ai des données qui sont ici. Ok, mais ça, c'est pas en fait pour ma zone que je vais surveiller ici. Donc, je reviens sur Google Earth. Moi, je vais récupérer les données de cette zone spécifiquement. Okay. Et je viens ici, je prends ça. Je place le point ici, vous voyez, j'ai les coordonnées en fait qui apparaissent ici. On a vu ça dans la vidéo précédente. Et moi, je vais la latitude minimale. Si je suis là, par exemple, c'est ici, la latitude minimale, et le max, c'est là-bas. Donc là, je suis à 26,54 degrés. Ici au nord, 26,5 et la latitude maximale c'est 55,5. 26,5 et 55,5. 26,5 et le max 55,5 également. Maintenant pour la longitude, même chose, à l'est-ouest. Là, je suis par exemple à même ça. Je suis à 22,4 degrés à l'ouest. Donc, c'est moins 22. J'aurai donc ici moins 22 puisque je suis à l'ouest. L'altitude minimale, c'est moins 22. Je laisse ça. Et l'altitude maximale, la longitude maximale ici, je suis à 49. 48, disons 49 à l'ouest. Je laisse ça. Je donne ici 49 à l'ouest. Donc ça c'est ma zone. Si je relance encore l'exécution, tout doit bien se passer normalement. Ok, et j'ai ces données là. Ok, je vais les stocker dans un data frame. Ok, et je fais ceci. Data frame est égal à panda. Ici, je ne fais pas de vérification, juste pour aller un peu plus dans le code. Mais normalement, je vais vérifier si ce n'est pas vide, ainsi de suite, ou si j'ai reçu des données ou pas. Mais je ne veux pas en fait que la vidéo soit plus longue. Du coup, je vais aller à l'objectif. Donc ici, data frame, state, ok, colonne. Pour les colonnes, je ne sais pas si le champ ici ça contient des headers ou pas, mais on va voir tout ça. Et si j'ai fait, c'est juste ici data headers, ça me permettra de savoir si j'ai vraiment les en-têtes de ces champs là sont inclus dans les données. Je clique ceci. Exécute encore. Donc on n'a pas de headers ici, c'est bon. Donc ce qu'on va faire dans le data frame, on va spécifier manuellement les colonnes égales. Ok, c'est ça, on me suggère bien, c'est déjà parfait.
fait. Ok, j'ai ici ces informations qu'on avait citées là. Ça, c'est pas complet. Normalement, c'est ça. Est-ce qu'on a ces colonnes? Parce que c'est ça. Tout ça, tout ce qu'on a vu précédemment. Donc, je stocke ça dans un data frame. J'aurai besoin des latitudes et des longitudes, mais on verra ça après. Donc, j'ai mis ça dans le data frame. Si je fais un print du dataframe.head, et je fais également aussi un print pour voir la taille des données que j'ai actuellement. Je lance encore l'exécution. Ok, donc j'ai actuellement 4047 lignes. 4047 lignes, ce sont les appareils qui sont dans la zone que j'ai considérée là-bas. Je peux afficher ces informations-là. Donc, attends, je vais remonter ici un peu. Vous voyez le data frame, hein, c'est pas trop classe. Je vais d'abord les afficher dans la carte Folium pour les voir en fait. Je fais ici un map qui est égal à Folium. Ok, de location, c'est ça. Je vais faire ceci. Pour la location, je centre la carte principalement sur la moyenne des latitudes qu'on a sur le data frame. Ok, c'est ça. Je vais centrer la carte sur cette zone. Et le zoom stat, c'est à 14. Et je vais activer ici le world wrap pour ne pas avoir à scroller ici en bas. Et si je sauve cette carte-là, ok, dans map.html, je lance l'exécution et je fais ceci. Si je lance ça, normalement c'est exécuté. J'ouvre la carte ici en mode preview. Je cache ça et la carte est centrée dans la zone là-bas. Donc ce que je veux faire, c'est d'ajouter en fait des marqueurs pour les avions. Il y a plusieurs façons de le faire. J'utilise une boucle for ici pour voir de ça. Je reviens avant de sauvegarder ici la taille. Ok, et je fais ceci. Ok, j'ajoute. Donc for index. Ok, je fais ça et row. Je vais centrer tout simplement le row point latitude. Je prends la latitude, je prends la longitude pour centrer le point, le marqueur plutôt. J'affiche ici un pop-up, tout simplement ici, qui m'affiche l'ICAO, ok, et le call sign et le country origin. Pour l'icône qui sera ajoutée, ça sera tout simplement ici un avion et je ajoute ça dans la carte. Pourquoi je ne vois rien? Ah là, ok, donc ça, le rendu prenait du temps, vous voyez, un peu du temps, parce qu'on a beaucoup d'appareils dans la zone, et on peut, je vais ouvrir la carte ici, j'ouvre la map. Puisqu'on a placé beaucoup de marqueurs, c'est pourquoi la carte prend un peu plus de temps avant de s'afficher. Donc vous voyez à peu près les avions qui sont dans la zone. Ok. Cette zone-là, on a beaucoup de trafic. Je zoome un peu, on a beaucoup d'avions qui sont actuellement dans la zone.